Bonjour chers étudiants, je vous retrouve pour un nouveau cours en distanciel, je vous en avais parlé, donc je vais faire une séance qui a été la première partie du dernier cours de mardi et qui est un cours toujours sur la méthodologie de la dissertation, un petit peu comme je l'avais fait avec la thématique du dialogue chez Platon la fois dernière. À part que là, j'ai voulu insister sur l'apport aristotélicien en vous montrant comment Aristote a infléchi le travail de la dissertation autour de la structure et notamment de la structure progressive du propos. Alors, lorsqu'on disserte, en effet, donc, je vous ai dit que c'était quelque chose de très vivant à l'origine, puisque c'était le fruit d'un dialogue où l'on confrontait d'abord des doxailles qui n'aboutissaient pas, et puis ensuite on en interrogeait la signification profonde de ce qu'on avait appelé psychanalyser la doxa. Et cela se fait selon un ordre d'exposition qui est important. Pourquoi ? Parce que la dissertation est considérée dès l'Antiquité comme un cheminement. Et donc j'ai insisté sur ce point. C'est important pour vous parce que lorsque vous allez bâtir votre cours ou bâtir une dissertation, quelle qu'elle soit, durant votre scolarité d'étudiant, eh bien on s'attend à ce qu'il y ait cette démarche progressive de la construction. Et donc Aristote, c'est quelqu'un qui est appelé péripatéticien. Pourquoi ? Parce qu'il concevait la philosophie comme un péripatéiein. Ce verbe péripatéiein désigne le fait de déambuler, de marcher. Et cette marche, je pense qu'aujourd'hui on est très au fait de ces choses-là, elle favorise l'effort intellectuel, elle permet d'avancer, de structurer l'effort intellectuel, c'est-à-dire qu'au lieu de partir tous azimuts avec des directions très différentes de pensée, on vous demande d'en avoir une seule en quelque sorte et de la déployer en plusieurs moments, qui sont les étapes de votre raisonnement. Donc le fait qu'on marche, c'est-à-dire qu'on progresse, puisque le mot progredior vient de gradus, le pas, pro devant, c'est-à-dire que je fais pas après pas. C'est ça progresser, c'est ça marcher. La progression, c'est le fait d'aller pas à pas. Eh bien, cette dimension de déambulation qui se fait pas à pas, elle se vérifie dans la dissertation dans la mesure où on va vous demander de ne jamais avoir de saut logique à l'intérieur de votre raisonnement. Vous progressez pas à pas, c'est-à-dire que chacun de vos paragraphes, par exemple, propose une position, laquelle est dépassée dans la proposition d'après, parce que vous avez fait un pas en avant, c'est-à-dire que votre argumentaire n'était pas suffisamment satisfaisant au paragraphe qui précédait, et vous avez eu besoin d'apporter quelque chose de neuf, et c'est ce qui vient au paragraphe ou à la partie d'après. Donc ce péripatéien qui est vraiment le propre d'Aristote, lorsque vous lisez du Aristote, je pense que vous le concevez, on n'est plus dans du dialogue, on est dans une autre approche, on est dans une approche qui relève du traité avec un chapitrage souvent serré, et ce chapitrage serré qui a été introduit par les hommes du Moyen-Âge et de la Renaissance pour mettre au clair bien évidemment la structure, mais cette structure elle y est de fait, c'est-à-dire qu'Aristote découpe sa progression en des paragraphes et des parties différentes, eh bien cela aide à la lecture d'un traité qui peut être dense, mais qui doit partir de présupposés, de points de départ, et qui doit petit à petit avancer et progresser dans la réflexion. Donc votre cours, il doit procéder de la même façon. Un cours, ça a une structure, et notamment, puisque vous êtes censé disserter devant vos étudiants, c'est-à-dire mettre en œuvre la dissertation et pas simplement la leur apprendre d'un point de vue théorique sans jamais la pratiquer vous-même, eh bien votre cours va ressembler à de la dissertation. Il aura donc une première partie, sans doute composée peut-être de quelques paragraphes. Alors c'est vrai que moi je ne suis pas forcément accrochée à la Sainte Trinité, 3 parties, 3 sous-parties, mais enfin bon, c'est une structure qui a des vertus, des mérites, on en reparlera. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins il y ait une structure. Un élève, il a besoin de vous suivre dans un raisonnement, et pour cela, il faut quand même structurer un peu les choses. Donc ça peut être par exemple donner le plan de votre dissertation avant même d'avoir commencé, pour que les élèves puissent vous accompagner dans votre raisonnement, mais ça n'est pas une nécessité, c'est-à-dire que vous pouvez très bien partir d'un premier axe et indiquer petit à petit vos jalons, mais il faut les indiquer, c'est-à-dire que l'élève ne va pas les deviner, il faut les poser de manière très claire. C'est pour cela, par exemple, que j'ai insisté sur 2 aspects de la dissertation qui sont très importants, à savoir l'annonce du plan et les étapes de transition. Ce sont souvent les parents pauvres des dissertations, c'est-à-dire que lorsque les élèves dissertent, ils ont des idées, ils ont des arguments, ils les posent un petit peu à volo, un peu au hasard, sans structurer suffisamment leur réflexion, si bien que nous, les lecteurs, nous ne savons plus pourquoi on est passé de telle idée à telle autre, et on a du mal tout simplement à vous suivre.
Donc structurer, c'est indiquer ses jalons, c'est indiquer la direction qu'on va suivre et par quels moyens, par quelles étapes on est passé pour la suivre. Donc annoncer son plan, c'est ça. Annoncer son plan, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de dire, voilà, vous lecteurs de ma dissertation et auditeurs de mon cours, vous n'êtes pas dans ma tête. Et vous n'êtes pas dans ma tête parce que vous n'êtes pas Dieu, vous ne lisez pas dans les âmes. Et donc souvent, les élèves, je suis obligée quand même de leur rappeler que je ne suis pas Dieu, c'est-à-dire que je ne peux pas deviner ce qu'ils ont voulu dire, mais que je ne peux accéder qu'à ce qu'ils ont de fait écrit dans leur dissertation, ce qu'ils ont voulu dire mais pas écrit. Je ne le saurai jamais, je ne lis pas dans les âmes. Donc il faut que ce soit dans l'explicite, jamais d'implicite, parce que cet implicite, moi, lecteur de votre dissertation, je ne pourrais pas le découvrir, le deviner. La seule chose que je peux essayer, c'est de déduire un petit peu l'orientation de votre raisonnement, et plus vous m'en indiquez les jalons, mieux c'est pour moi. Un professeur qui n'indique pas à ses élèves le plan de son cours, la structure qu'il donne à son raisonnement, le fait par exemple que la fois dernière c'était plutôt sur l'aspect dialogué, le fait que je vous annonce dès le début de ma séance que je vais travailler surtout sur l'aspect de structure de la dissertation, eh bien tous ces éléments ne se devinent pas, donc il faut les poser. Ça peut vous sembler scolaire, mais ça fait partie des choses qui vont permettre à vos étudiants et élèves de clarifier leur réflexion et de savoir où vous en êtes de la vôtre. Donc, comme nous ne pouvons pas, nous, professeurs et lecteurs des devoirs des autres, deviner ce que vous avez voulu dire ou ce que les élèves de terminale ont voulu dire, il faut qu'ils disent le maximum, c'est-à-dire qu'ils soient dans l'explicite. Notion explicite qui est intéressante et que j'ai analysée avec les étudiants mardi, à savoir, qu'est-ce qu'on appelle l'explicite? Littéralement, ce mot vient de ex, qui veut dire hors de en latin, mais qui peut désigner le fait d'ôter quelque chose, enlever quelque chose. Et puis, il y a le pli, plex, plecus, le pli. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais enlever les plis. Dans une pensée, il y a parfois des choses obscures. Les expliciter, c'est les clarifier pour qu'elles ne soient plus obscures. Vous êtes d'accord qu'un pli, c'est un bout de tissu qui est replié sur lui-même, si bien qu'il y a une face qui est dans l'ombre et une face qui est éclairée. C'est ça un pli. Il y a toujours du clair et de l'obscur dans un pli. Si vous détendez ce tissu, eh bien, il n'apparaît que dans sa clarté. C'est ça, expliquer. Expliquer, c'est déplier quelque chose. On en reparlera dans le cadre de l'analyse de la méthode du commentaire de texte. Vous mesurez bien sûr les enjeux. On est dans l'explicitation, dans l'explication, là aussi. Le texte est ramassé, il cache des choses, il est comme plié et nous sommes là pour le déplier. Donc j'ai suggéré aux élèves qui étaient présents qu'il était important que tout énoncé de la dissertation soit clair. Ça veut dire qu'on ne se prend pas pour Héraclite l'obscur. Faire de la philosophie, ça n'est pas imiter un parler ou un phrasé obscur, qui n'engendre d'ailleurs qu'obscurantisme. L'idée, c'est que on vise peut-être les critères cartésiens de clarté et de distinction. Soyez le plus clair possible. Ne vous prenez pas pour des poètes parce que ce n'est pas le lieu. La dissertation, elle est là pour clarifier les choses et pas pour les obscurcir. Donc plus vous serez dans cet effort de clarification de votre pensée, essayez de mettre sur ma pensée les mots les plus adéquats, eh bien je serai capable, moi, de comprendre ce que vous avez voulu dire parce que vous l'aurez tout simplement écrit. Et je vous invite vraiment à vous rappeler que la philosophie est née d'esprits souvent scientifiques, qui avaient cette visée de clarté en tête. Vous connaissez sans doute la formule de Platon que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, qui était écrite, cette formule, au fronton de son école, l'académie. La géométrie, c'est la clarification de l'espace. C'est une approche scientifique du monde. Donc, ces hommes qui sont, non pas des hommes de littérature à la base, souvent les philosophes, mais qui sont des scientifiques, pensez à Descartes, à Leibniz, à D'Alembert, de grands mathématiciens, Pascal, etc. Ce sont des auteurs qui ont le même souci de clarté qu'aurait un penseur qui chercherait à produire une démonstration mathématique. La petite Minette qui vient vous saluer toujours. Donc, ils sont scientifiques, ils sont philosophes. Quelle est la différence? C'est que lorsqu'ils sont scientifiques, ils vont user d'une signalétique mathématique, par exemple. Alors que
en philosophie, on use de la langue française ou d'une langue qui est la sienne. Et même si on est passé d'une signalétique claire pour tous, il suffit de connaître les signes mathématiques pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans le discours, eh bien, il va falloir que l'approche littérale se fasse aussi par ce biais de la clarification, de l'explicitation en français, votre langue. Retenir aussi que ces scientifiques qui ont inventé donc une langue d'une extrême rigueur et pour qui aucun mot n'est inutile et qui vont donc ne jamais délayer, ne jamais user d'un langage qui ne serait que pur jeu de rhétorique et pur effet de manche, effet stylistique, et bien de la même façon, vous savez que ce sont des gens qui cherchaient à démontrer ce qu'ils avançaient. Et démontrer cela se fait en plusieurs temps. On analyse d'abord de quoi on parle, c'est ce que j'ai abordé la fois dernière avec vous, hein, Socrate qui demande mais qu'est-ce que c'est que le beau, hein, on va commencer par définir ce dont on parle, sans quoi on va se mettre sur la gueule, on va tomber dans la violence si on n'est pas d'accord sur les présupposés. Et puis une fois qu'on sait de quoi on parle, eh bien on va essayer de produire une réflexion à partir de cela. Et cette réflexion, elle engage un processus régulier d'argumentation et d'apport de preuves. Un scientifique cherche à prouver, un scientifique philosophe cherche par le biais du français à apporter un argumentaire serré de ce qu'il avance. Poser une opinion, voilà, moi je pense que ça n'est pas philosopher. Apporter des preuves et un argumentaire, c'est déjà plus philosophique. Mais interroger la valeur de l'argumentaire, les raisons qui font qu'on puisse défendre cet argumentaire, c'est-à-dire prendre de la hauteur par rapport à l'argumentation, parce qu'il ne s'agit pas de convaincre, mais d'analyser pourquoi ça peut être convaincant. Eh bien, c'est cela qui va être l'approche scientifique de ces philosophes scientifiques de formation dont je vous parle. Donc, lorsque vous allez structurer votre dissertation, eh bien, vous allez la structurer comme ferait un mathématicien qui, par exemple, composerait une démonstration sans vouloir jamais de saut logique. Vous êtes d'accord qu'une démonstration de mathématiques, ça a la forme d'un losange. Ça part d'un énoncé très court qu'il faut développer. On va développer par exemple les signes devant les parenthèses, l'intérieur des crochets, l'intérieur des parenthèses, etc. Et puis on va arriver à quelque chose qui est assez long et qu'on va essayer ensuite de réduire, c'est la deuxième partie du losange, vers à la fin x égale 1 et y égale autre chose. Et cette forme en losange, eh bien au fond elle doit vous inspirer. Parce que qu'est-ce qui se passe? De ligne à ligne, on ne fait que développer un aspect de plus, et un autre, et un autre. Et si on fait un saut logique, si on rate l'une de ces lignes en mathématiques, eh bien c'est toute la démonstration qui est fausse. En philosophie, partez du même principe. Philosopher, c'est partir d'un point simple qui est le libellé du sujet et qui est très court. Et ensuite, le déployer sous l'un des aspects, puis un autre aspect, et je grossis, et c'est ce qu'on appelle le développement. Et puis petit à petit, je vais réduire et synthétiser tout cela. Cela fera peut-être mes fins de partie, qui sont des moments synthétiques, ou ma conclusion de dissertation. Donc en gardant à l'esprit plusieurs choses, à la fois la dimension scientifique qu'apporte Aristote, puisque Aristote de formation, c'est un grand scientifique. Vous savez qu'on lui doit un système géocentrique, on lui doit une physique, on lui doit la naissance d'une nouvelle science qui s'appelle la zoologie, qui est l'étude de l'anatomie et des comportements animaux. C'est-à-dire qu'on lui doit finalement un vrai travail scientifique de fond, et j'en oublie, puisqu'il est logicien également, bien sûr que c'est important de le rappeler, parce qu'un logicien ne fait pas de saut de bon logique. Lorsqu'il vous conduit vers quelque chose, il est très rigoureux dans la démarche qui est la sienne. Alors je sais que c'est un peu agaçant ce que je suis en train de vous dire, parce que souvent, lorsqu'on choisit une carrière dans la philosophie, on se dit, c'est parce que je suis un littéraire que j'ai choisi de faire de la philosophie. Et on est d'ailleurs en fac de lettres, hein, et certains des étudiants présents la fois dernière m'ont dit, pourquoi on est en fac de lettres finalement? Parce que c'est une approche finalement qui aurait très très bien eu sa place en fac de sciences, et je crois que c'était tout à fait pertinent de faire cette remarque-là. Nous pourrions tout à fait concevoir d'exister à la fac Montpellier 2 plutôt qu'à Montpellier 3. Alors le fait que nous déployions bien sûr notre science à travers le langage et qu'il y ait ce choix des mots a sans doute orienté la manière de penser la philosophie vers quelque chose de très littéraire, peut-être parce que la question du style s'y est posée.
Et puis parce que voilà, c'est un travail d'écriture et moins un travail d'expérimentation ou d'analyse de codage ou de signes. Donc forcément, si on est dans un langage complexe, on est plutôt du côté de la littérature. Mais je crois que cette remarque était tout à fait judicieuse dans la mesure où la plupart des grands philosophes sont d'inspiration ou d'origine scientifique et n'ont jamais séparé ou voulu scinder ces deux domaines qui étaient la philosophie et la science, les pensant de manière tout à fait conjointe, voire par certains aspects tout à fait similaires dans leurs approches. Retenir ça donc d'abord, qu'il y aura une rigueur et que si vous n'êtes pas rigoureux, c'est-à-dire si on sent que votre discours est un peu vaseux, que vous vous gargarisez de concepts sans tout à fait les expliciter, parce que bon, voilà, ça fait une espèce de snobisme un peu que peut avoir parfois la philosophie, c'est-à-dire que je parlais de la substance, de l'être, de la consubstantialité, de je sais pas quoi, et puis je vais larguer tous les élèves que j'aurai devant moi parce que je serai en train de faire le philosophe, de jouer à ce que j'appelle l'Héraclite obscur. Bon. Quoique il était moins obscur qu'il paraît, c'est juste qu'on a trouvé que des phrases très courtes de lui, des aphorismes. Mais donc, attention à ne pas sombrer dans cette espèce de représentation un peu cliché de la philosophie qui devrait être un peu planante, voilà, où on perdrait en clarté ce qu'on gagnerait en obscurité et en inspiration quasi divine. Je pense que la simplicité est de mise et que lorsque vous êtes face à un auteur qui est complexe, c'est parce qu'il jongle sans doute avec des concepts dont vous ne maîtrisez pas encore le contenu. Et dès que vous maîtrisez le contenu, tout s'éclaircit d'emblée. Donc d'ailleurs, lorsque j'ai évoqué cette approche presque scientifique par le losange, eh bien, ça m'a conduite à expliciter avec les étudiants présents deux manières de concevoir l'intelligence et rappeler que lorsqu'on disserte, on teste l'intelligence sous deux axes tout à fait distincts. Le premier axe et la première intelligence que l'on teste, c'est ce qu'on appelle l'intelligence analytique et la seconde s'appellera l'intelligence synthétique. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux intelligences? Bon, vous êtes d'accord qu'il y a plein de manières de tester l'intelligence des gens. Il y a les tests de QI, il y a les tests psychotechniques, etc. Bon, alors ça teste une certaine forme d'intelligence, c'est indéniable. Vous avez l'intelligence pratique, l'intelligence des relations humaines, les soft skills, etc. Et puis, vous avez donc deux manières d'être intelligent aussi qui vont être testées dans la dissertation, à savoir l'intelligence analytique, l'intelligence synthétique. Je commence par la première, à savoir l'intelligence analytique. La minette prend toute la place. Donc, l'intelligence analytique, qu'est-ce que c'est? C'est celle qui consiste à découper en morceaux les choses et à les décortiquer dans le détail. Lorsque je vous ai évoqué donc ce petit énoncé très court en mathématiques que l'on déploie pour en faire un plus grand parce qu'on l'a développé, eh bien c'est cela l'intelligence analytique. Je découpe en petits morceaux, je décortique le détail des choses. Lorsque vous êtes face à un sujet de philosophie, le sujet est souvent très court. Il peut constituer en une phrase en style interrogatif en style direct. Il peut être composé d'un seul mot, de deux mots articulés par un ou, un et, une virgule à poser, etc. Donc on a plusieurs formes, mais à chaque fois, ce qui caractérise un sujet de philosophie, c'est qu'il est très court. Et puis vous allez, vous, à partir de là, développer tout ce qui se cache derrière cet énoncé court. C'est-à-dire que vous allez véritablement l'expliciter, le déplier, comme je l'ai suggéré tout à l'heure. Pour faire comprendre cette dimension d'analyse et de dépassement de l'implicite vers de l'explicite, j'ai utilisé une métaphore avec les étudiants. J'ai utilisé la métaphore de l'accordéon. L'accordéon, vous êtes d'accord, est plein de plis, mais lorsqu'il est ramassé, replié sur lui-même, eh bien, on ne voit pas les plis dont il est composé, on ne voit qu'une tranche métallique de part et d'autre. Et donc, on pourrait dire que, eh bien, il ressemble à un sujet de philosophie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses en lui, mais dont on ignore à peu près tout à ce stade de l'analyse. L'idée, c'est de dégager l'implicite en l'explicitant, c'est-à-dire de déplier les soufflets de cet accordéon pour voir tout ce qu'il recèle en creux d'implicite et donc de le dégager. Je vais montrer quels sont les présupposés du sujet, comment on peut l'expliciter selon qu'on prend telle ou telle signification de telle ou telle notion. C'est-à-dire que je vais pouvoir dégager ce qu'il dit en creux et qu'il ne dit pas de manière frontale, puisque je vous disais, là, le frontal, c'est la trame métallique de l'instrument. Donc, déployer
quelque chose de petit pour en faire quelque chose de grand et qui va être l'expression de la complexité intérieure du sujet initial, puisqu'il était complexe, il avait des plis, complexe, avec des plis. Il était complexe et donc je l'ai simplifié, j'ai enlevé les plis, j'ai décortiqué tout ce qu'il recelait en creux. Ça, c'est la manière dont on teste l'analyse. D'accord? Je décompose, je découpe en petits éléments, j'explique. Et tous les paragraphes de vos analyses de dissertation seront des moments d'analyse, c'est-à-dire d'explication des contenus implicites du libellé de sujet. Et puis il y a des moments de synthèse. Synthesis, je pose les choses ensemble. Donc ça veut dire que là, cette fois, je rétablis de l'unité dans cette diversité initiale. Lorsque vous avez quelque chose de très dense et qu'on vous demande de le résumer ou d'en faire la synthèse, ça veut dire qu'on vous demande de retenir l'essentiel, les lignes de force, mais pas de vous perdre dans le détail de ce qui est dit. Un résumé, une synthèse, d'accord, c'est un exercice de contraction de quelque chose qui est grand. Par exemple, un texte qui va faire 3000 mots, on va le réduire en 500 mots. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va éliminer, peut-être un petit peu comme on ferait, vous savez, lorsqu'on passe un corps au rayon X, où on ne voit plus les chairs, mais où on voit l'ossature. Eh bien, je vois les lignes de force de ce texte, sa structure. C'est des points de synthèse. Ces deux intelligences sont tout autant testées dans le commentaire de texte, j'y reviendrai lorsque je ferai la méthodologie de cet exercice, que dans la dissertation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on disserte, il y a des moments où l'on synthétise. Par exemple, lorsqu'on essaie de dégager quelle sera notre problématique, c'est une direction, une seule. Voilà comment je vais essayer de poser le problème de fond qui se situe implicitement dans ce sujet et comment je vais proposer de résoudre la difficulté que je viens de dégager. Ça, c'est un premier point. Il y a également l'annonce du plan. L'annonce du plan, vous êtes d'accord que vous êtes en train de dégager 3 axes de force qui vont structurer le détail de vos parties. Le détail sera analytique, c'est vrai, mais la ligne qui oriente votre partie, c'est-à-dire la thèse que vous allez y défendre, c'est un CQFD, ce que je vais démontrer, et que vous allez démontrer après analyse, eh bien cela suppose un rapport assez synthétique puisque vous allez dégager les 3 axes principaux qui permettent de résoudre votre problématique. Un plan, c'est une des étapes synthétiques de la dissertation. De même, lorsque vous travaillez sur les fins de partie, où vous dégagez un peu les acquis de la partie, et que vous rebondissez vers la partie qui suit, eh bien, vous dégagez les acquis principaux de la partie que vous venez de terminer, et les dégageant en une phrase ou deux, vous faites un effort de synthétisation. Donc, plusieurs moments dans la dissertation qui manifestent cet esprit de synthèse, à la fois l'annonce de plan, la problématique, les transitions et bien sûr la conclusion, puisque là aussi, vous allez faire le bilan des acquis et de l'étape où vous en êtes de votre analyse lorsque, au bout de 4 heures ou au bout de 6 heures ou au bout de 7 heures selon la durée de l'épreuve, vous avez terminé votre raisonnement. Voilà où j'en suis, ça présuppose de prendre de la hauteur et de dire voilà mon X, il est égal à, voilà mon Y, il est égal à après analyse. Donc, analyse, synthèse, on est bien dans une démarche qui ressemble, vous le voyez, à la démarche scientifique, mais qui s'égrène à l'intérieur de la dissertation dans des moments importants et différenciés de votre dissertation. Alors je finirai cette présentation par la question du plan. Donc les élèves que j'avais devant moi, nous avons travaillé avec eux sur la question de l'orientation. Ce péripatéien dont je parlais tout à l'heure, cette espèce de déambulation intellectuelle, et elle part d'un point A et elle va vers un point B. Le point A, c'est le point de départ de votre réflexion et puis vous allez cheminer, déambuler jusqu'au point B de votre réflexion, ce qui sera votre conclusion. Cette déambulation péripatéenne, vous entendez bien sûr le péripatéticien, la péripatéticienne, c'est la prostituée qui fait le trottoir, donc c'est elle qui déambule. Alors maintenant, plus personne déambule parce que les prostituées sont derrière leur écran comme moi aujourd'hui, mais il y a cette dimension de va-et-vient. Alors là,
dans la déambulation de la prostituée, elle revient sur ses pas parce qu'elle ne s'éloigne jamais trop de sa chambre, alors que nous, l'idée, c'est quand même de nous déloger de nos certitudes et de notre doxa et d'avancer vers un autre point, si bien que, après dissertation, nous n'envisageons plus le sujet de la même façon qu'au départ, nous avions peut-être des idées reçues ou des représentations. Nous les avons interrogées, nous les avons questionnées et nous avons progressé sur ce sujet. Donc il ne s'agit pas d'un retour en arrière, loin s'en faut. J'ai comparé cela à ce processus qui consisterait à voyager. Je pars de Montpellier, je veux aller à Marseille. Eh bien, je vais indiquer, puisque j'ai indiqué que je voulais aller à Marseille, ça c'est ma problématique, par quelles étapes je vais y aller. Et donc, si un élève me dit, voilà, j'ai pris à partir de Montpellier la 9 jusqu'à Nîmes, puis ensuite j'ai obliqué vers la droite, j'ai pris la 54 pour aller jusqu'à Salon, et à Salon j'ai pris la 7 pour aller direct jusqu'à Marseille, cette route me convient tout à fait. C'est en effet une des manières les plus rapides d'aller de ce point à ce point. Je suis la logique du propos, il n'y a pas d'incohérence, c'est facile à suivre, et il m'explique d'ailleurs pourquoi il a eu besoin de quitter la 9 pour passer à la 54, c'est-à-dire qu'il me justifie le passage du grand 1 au grand 2 et du grand 2 au grand 3. Moi, si on ne me justifie pas ce passage, je ne suis pas obligée de vous comprendre et de vous suivre. Donc un plan, ça se justifie. Un plan, ça s'explique. Voilà, je suis partie de cette idée. Il s'est avéré qu'elle allait dans une direction qui, à un moment donné, ne me satisfaisait pas. Il fallait que je la quitte. Et je l'ai quittée pour aller vers cette orientation parce qu'elle me permettait de résoudre des difficultés que le grand 1 ne me permettait pas de résoudre. Et ainsi de suite. Si un élève donc me dit, moi j'ai fait très très différemment. Je suis partie vers Carnon, j'ai suivi la route des plages, j'ai traversé la Camargue et puis par Fos-sur-Mer, je finis par arriver à Marseille. C'est une autre route et elle a aussi sa valeur, elle est tout à fait susceptible d'être suivie, cette route. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan, a priori, que j'attends. À partir du moment où votre plan se construit, s'élabore et se justifie, je vous suivrai. En revanche, quelqu'un qui me dirait, voilà, moi j'ai pris la 9 jusqu'à Orange. À Avignon, j'ai pris la 7. Déjà, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre Orange et Avignon? Tu m'as perdu. C'est-à-dire que je ne sais absolument pas pourquoi tu passes d'une partie à l'autre. Il y a zéro justification, il y a un saut logique indéniable, c'est-à-dire que tu m'as largué. Je suis ton lecteur, je ne sais plus du tout pourquoi tu vas là, tu ne t'en expliques pas, donc je ne suis pas obligée de te suivre. Et à partir de là, eh bien, votre plan, il va apparaître comme étant un plan mal bâti. Et je vous assure que les élèves sentent tout de suite lorsqu'il y a un défaut de structure dans votre plan et vous poseront les questions qui vous mettront en défaut de restituer la logique de votre propos. Pourquoi vous êtes arrivé à ce plan-là? Qu'est-ce qui le justifie? Pourquoi il y a un saut logique? La plupart des élèves, n'en doutez pas, ont suffisamment d'esprit et d'intelligence pour mesurer votre propre incohérence et ils ne se gêneront pas pour vous la signifier. Donc il faut blinder ces cours et annoncer un plan qui se structure. Un plan n'est pas un plan thématique. Pourquoi? Parce qu'un plan thématique, c'est un plan qui travaille un aspect, puis un autre, mais sans articulation logique. C'est-à-dire que si je prends un sens du mot, et puis ensuite un autre, pourquoi? On aurait pu inverser. Alors, j'ai dit aux élèves présents que l'une des paroles qui m'a le plus aidé à comprendre ce qu'était un plan, c'était la parole d'un inspecteur qui est venu m'inspecter il y a quelques années et qui m'a dit, voilà, le meilleur moyen de faire comprendre ce qu'est un bon plan, c'est de rappeler aux élèves qu'un plan, c'est quelque chose dont les parties ne sont pas interchangeables. Tant que tu peux mettre à la place de ton grand 1 le grand 2, à la place du grand 2 le grand 3, c'est-à-dire que tu peux bidouiller quelque chose, eh bien c'est qu'il n'a pas de nécessité interne et qu'il n'est pas bon. Un bon plan, c'est un plan dont les parties ne sont pas interchangeables parce que ce plan s'impose dans sa structure. Faire le contraire est incohérent, c'est régresser intellectuellement ou ça n'est pas concevoir le sens du sujet. Donc il faut vraiment que vous vous questionniez sur ça, cheminer, déambuler, oui, mais dans une direction. Je pose ma direction, ça va être la problématique, et je dis par quelles étapes j'en passe sans saut logique. Parce que ce saut logique, moi, je suis un être logique, votre lecteur sera toujours logique, elle ne comprendra pas pourquoi vous êtes passé d'une thèse à une autre. Donc ça veut dire que de philosophie, on proscrit. Les plans thématiques, ce ne sont pas
des plans acceptables ni dans vos années de deuxième, troisième année de L, ni au concours du CAPES et de l'agrégation, ni même en classe de terminale. Il faut que les étudiants prennent tout de suite de très bonnes habitudes. Donc on exclut d'emblée les plans thématiques qui ne sont pas un processus progressif d'analyse, mais qui aborde du coq à l'âne, j'ai traité ceci, pouf, je vais traiter de cela. Non, ça n'est pas acceptable. Il faut vraiment que je sois dans une démarche de progression et que j'indique les jalons de cette progression. Ça, c'est un premier point. Et puis, bien évidemment, qui dit structure présuppose peut-être qu'il y aura des sous-parties. Là aussi, j'invite vraiment les élèves à partir toujours du plus simple pour aller jusqu'au plus complexe. À l'intérieur de la partie d'eux-mêmes, du paragraphe le plus évident vers l'argument le moins évident et le plus complexe, c'est bien qu'il y aura bien en effet un processus à l'œuvre dans votre dissertation. Donc voilà globalement pour la synthèse très succincte bien sûr de ce que nous avons dit. Je vous enlève bien sûr toutes les étapes de dialogue que nous avons et qui sont riches bien sûr avec les étudiants présents, hein, je m'en excuse, mais ça ne peut pas être restitué malheureusement. Donc je pense que j'ai saisi à peu près l'essentiel de ce qui a été dit d'un point de vue méthodologique. Je vous rappelle donc que vous avez vous-même à composer quelque chose qui ressemble à cela, soit du côté de la dissertation, ce que nous faisons en ce moment, soit du côté du commentaire, on en parlera plus tard. Alors les élèves ont voté et se sont mis d'accord pour traiter la troisième question du programme de spécialité. Cette troisième question, c'est la partie depuis les Lumières jusqu'au début du XXe sur le mois. Donc je vous renvoie au deuxième cours que je vous avais filmé où je décrivais les 4 grandes parties du programme de spécialité humanité, littérature, philo. Donc les élèves ont choisi de travailler dans la troisième partie sur le mois, les métamorphoses du mois. Je vous ai décrit à l'intérieur de ce cours, vous y retournerez, les 3 questions qui s'y trouvent. Alors le deal c'est le suivant. On choisit cette période, ça veut dire qu'on va travailler à l'intérieur du cadrage temporel plutôt, donc fin 18e. Alors, je suis partie sur cette idée qu'on travaillerait sur les Lumières, donc à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les années 1750. Donc, par exemple, un élève m'a demandé si Hume était inclus. Ben oui, il est inclus. Jusqu'à la fin de la première moitié du XXe, puisque dans le cadrage national, il est écrit début 20e. Bon, c'est pas évident à comprendre que ça veut dire début 20e. Est-ce qu'on s'arrête à la guerre de 14 ou est-ce qu'on va au-delà? Moi, je suis partie du principe qu'on allait jusqu'à 45, en gros jusqu'à Sartre à peu près si vous voulez. Et donc dans ce champ-là, élaborez un sujet de votre choix qui portera sur la question des métamorphoses du mois. Vous allez voir qu'il y a plusieurs sous-thématiques qui vous laissent quand même une part de liberté dans le choix de votre sujet. Allez voir sur Internet des sujets de type bac, de dissertation qui touchent à ces domaines. Choisissez un sujet qui vous intéresse et vous pourrez déjà commencer à réfléchir à ce cours que vous allez devoir élaborer pour le partiel. Je vous proposerai sans doute une séance la fois prochaine qui portera sur ces questions-là, puisque les élèves sont en train, là, en présentiel, de choisir leur sujet, d'aller voir un petit peu ce qu'ils pourraient me proposer. Je pourrais vous faire des retours sur ce qui a été choisi par les élèves, ça vous inspirera ou pas d'ailleurs, mais vous verrez un petit peu dans quel cadre nous choisissons de travailler. Et donc la fois prochaine, je vous propose un cours sur l'autorité. Je vous ai déjà proposé une séance sur cette thématique de l'autorité, très, très courte, hein, puisqu'on ne parlait que de Hannah Arendt. Là maintenant, j'ai commencé une lecture suivie d'un texte que je vous ai distribué et qui est la préface au traité du vide de Blaise Pascal. J'ai surtout resitué le contexte culturel de ce petit texte pour que vous compreniez bien sûr les enjeux de fond. Et ensuite, nous aborderons plus en détail la question de l'autorité dans ce texte. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions par voie de mail, certains d'entre vous le font. Je comprends, c'est un peu stressant d'être à distance comme ça, mais bon, sachez que je vous accompagne de toute façon et que je répondrai autant que faire se peut aux questions qui vous viendront. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.